Bonjour, bienvenue sur IK News, bonjour, bienvenue sur ce live, sur une édition spéciale sur la gestion du Covid-19 par le président américain Donald Trump. Comme vous savez, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir, je vais l'appeler aujourd'hui un Sénégalais, hein, parce que maintenant, voilà, M. François Burkhardt, qui est éditorialiste, mais aussi historien des États-Unis, qui a écrit aussi plusieurs livres. Monsieur Durper, on vous laisse la parole, vous présenter comme vous voulez. On entend le même sujet. Salut à tous, merci de me recevoir Ibra pour ton Facebook Live et merci à tous tes internautes. Tu l'as bien dit, hein, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Historien à l'université de CY Université, Cergy Paris Université. Et voilà. Et comme tu l'as dit, amoureux du Sénégal, et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler avec ce pays depuis quelques années maintenant. Voilà, merci, bienvenue, c'est avec plaisir. Hein. Vous êtes, voilà, c'est un pays de la Teranga, donc vous êtes toujours le bienvenu. Alors, aux États-Unis, donc on va prendre le vol. Hein. Le bilan est lourd, plus de 65 000 décès, un lourd bilan. Est-ce qu'on peut dire que ce bilan est les conséquences de la gestion de Donald Trump qui au début a quand même négligé ce conflit, cette pandémie? Alors oui, il y a deux questions. C'est un bilan lourd et est-ce qu'on peut l'attribuer à Donald Trump? Alors d'abord, un bilan lourd, il faut le relativiser quand même. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelais, Ibra, qu'au début de la crise, on parlait peut-être même de centaines de milliers de morts et voire de millions aux États-Unis. C'est pour l'instant, heureusement, pas le cas. Et si on le rapporte à la population donnée, évidemment, c'est énorme, hein, plus de 62 000 morts, mais plus de 300 millions d'Américains, il faut le rapporter à la population. Donc, par exemple, lorsque l'on est en France, si on le rapporte à la population, il n'y a pas plus de morts aux États-Unis qu'en France. Hein. Alors, est-ce que ça veut dire que la crise a été très bien gérée? Non, il y a beaucoup de reproches qui sont faits à Donald Trump. Le premier reproche, c'est d'avoir trop tardé. 6 semaines entre le premier cas aux États-Unis et la première mesure de Donald Trump. Et en plus, Donald Trump avait en quelque sorte le temps, puisque comme vous l'avez vu sur les cartes, le virus, il part d'est et il va en ouest. Donc, ça veut dire que quelque part, la géographie du virus permettait aux États-Unis de se préparer. Et Donald Trump, en fait, il a préféré dire que c'était la Chine, en fait, qui avait mal alerté, que c'était l'Organisation mondiale de la santé qui ne l'avait pas suffisamment alerté sur la dangerosité du virus. Le fait est que les États-Unis ne se sont pas véritablement préparés alors qu'ils avaient peut-être le temps de le faire. Et les experts autour de Donald Trump étaient quand même assez alarmistes assez tôt. Donald Trump, lui, a choisi de dire d'abord que c'était un virus chinois, que les Américains n'allaient pas être vraiment touchés, et de dire aussi que c'était un peu un coup des démocrates, parce que tu le sais, Ibra, on arrive sur l'élection américaine, hein, la présidentielle américaine, c'est le 3 novembre prochain. Ouais, donc dès le début, en fait, il y a eu cette question de l'élection qui s'est posée dès le début. C'est-à-dire que quand tu étais républicain, tu considérais, j'essaie de ne pas sortir du cadre, quand tu étais républicain, tu considérais que c'était un virus pas si important que ça. Quand tu étais démocrate, tu considérais que le virus était important. Et aujourd'hui même, ça s'est déplacé sur le terrain des masques. Quand tu vois au Congrès, les congressmen républicains ne portent pas le masque, les congressmen démocrates le portent. Et c'est quelque part un marqueur politique qui porte le masque ou pas. On continue à avoir des démocrates qui sont extrêmement soucieux de la santé et de l'aspect sanitaire, et des républicains qui disent là, il faut repartir travailler, il faut faire redémarrer l'économie. Petite anecdote, je ne sais pas si tu as vu cette image, au cœur de la famille, de la première famille, tu as Melania Trump d'un côté, l'épouse, et Ivanka, la fille, qui portent des masques et qui ont fait des tweets avec leurs masques, et lui, Donald Trump, qui a dit non, moi je ne porte pas de masque. Et d'ailleurs, la plupart des fonctionnaires de la Maison-Blanche, à l'instar de Donald Trump, qui choisissent de ne pas porter le masque. On peut dire aussi que Donald Trump, il dit qu'il a des preuves que le virus provient d'un laboratoire à Wuhan, en Chine. Est-ce que vous
vous y croyez? C'est un bluff ou… Alors, effectivement, Donald Trump dit il y a eu 2 critiques contre la Chine. La première critique contre la Chine, c'est la Chine n'a pas prévenu suffisamment tôt. Et la deuxième critique, elle est plus grave. C'est le virus, il est chinois. Soit c'est une erreur, soit c'est peut-être même intentionnel. Alors, c'est ce que dit Donald Trump. Ça correspond à pas mal de théories qui circulent sur les réseaux sociaux, principalement américains, mais mondiaux, parce que évidemment, les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès évidemment à toutes ces idées. Il y a même des idées selon lesquelles le virus serait une arme biologique, bactériologique de la Chine pour détruire l'économie américaine. Alors, ça contredit ce que disent à la fois les agences de renseignement américaines. Les agences de renseignement disent on continue d'enquêter, mais le virus est d'origine animale et ce n'est pas un virus créé en laboratoire. Et ce que dit 90% des chercheurs. Alors, je sais qu'en France, il y a un chercheur prix Nobel qui s'est exprimé sur le sujet, spécialiste du VIH, vous le connaissez, mais mis à part lui, vraiment la communauté scientifique est assez massivement dit, bon, on n'exclut pas complètement que ce soit peut-être issu d'un laboratoire et d'une erreur, mais en tout cas, évidemment, on ne peut pas dire comme Donald Trump que ce soit intentionnel et que les Chinois aient décidé de cela. D'ailleurs, on ne comprendrait pas bien parce que il y a 2 choses. La première, c'est que sur le plan économique, ça revient contre la Chine comme un boomerang, ce virus. Et deuxième chose, aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est en interaction. Si toi, Ibra, tu as quelqu'un qui te doit de l'argent, est-ce que tu vas faire exprès de le ruiner, voire de l'assassiner pour pas qu'il puisse te rembourser? Or, l'économie mondiale, c'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas la guerre froide comme la Russie soviétique et les États-Unis. C'est aujourd'hui la Chine qui est dépendante des consommateurs américains. Et c'est les Américains qui sont dépendants de la Chine. Quel intérêt aurait la Chine d'inventer tout ça pour pouvoir mettre à terre les consommateurs américains et donc affaiblir leur propre économie? On ne voit pas bien. D'autant plus que la Chine, indépendamment de cela, est en train de devenir la première puissance du monde avec des indicateurs très, très précis. Voilà. Donc après, je sais que de toute façon, on va dire ça, mais il y aura toujours des gens pour dire non, c'est une arme bactériologique. Il y a eu, vous savez, aujourd'hui, c'est très. Mais il faut quand même prouver les choses. Et ça, c'est ça peut-être qui est important, c'est de dire ce que factuellement aujourd'hui est vérifié et vérifiable par l'ensemble de la communauté scientifique. Monsieur Durper, la communauté afro-américaine que vous connaissez bien est un lourd bilan. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui peut justifier cette réalité? Oui. Alors, la communauté afro-américaine est particulièrement touchée par le coronavirus en termes de surmortalité. Je te prends un exemple comme la Nouvelle-Orléans où tu as 33% de la population afro-américaine dans le centre de la Nouvelle-Orléans, c'est 70% des décès. Même chose à Chicago, enfin que ce soit… Alors, d'abord, il y a le problème des statistiques. Beaucoup d'associations afro-américaines réclament des statistiques nationales. Parce que pour l'instant, les statistiques, elles sont locales et il faudrait nationalement qu'on puisse dire voilà ce qui se passe. Mettre en place des dispositifs pour régler une partie de la difficulté. Je t'ai perdu, Ibra, ou pas? Non, très bien, on vous suit très bien. Il y avait juste un peu d'histoire, mais est-ce que tu m'entends? Très bien, on vous entend très bien. Vous m'entendez tous? Très bien, parfait. Alors, je vais remettre mon son. Tout est très bon. Alors, en fait, tout simplement, et je m'excuse auprès de tes auditeurs. Il n'y a pas de souci. Ça décroche et j'ai plus de son. Alors, ce que je vais faire, c'est que… Est-ce que je vais devoir sortir peut-être et re-rentrer? Non. Bon, en attendant, je ne vois pas la… Nous, on vous entend très bien. Bon, tout le monde a compris que j'avais une mauvaise vue. Nous, on vous reçoit parfait. D'accord.
Très bien, on vous laisse revenir. Très bien. Donc, je répète juste que nous sommes en direct sur News, sur un débat, de parler de la gestion de la crise du Covid-19 par le président américain Donald Trump. Comme invité aujourd'hui, nous avons François Durper, qui est un historien américain, un historien et en plus éditorialiste. Nous avons pour le moment parlé du bilan de cette gestion par Donald Trump. Comme vous le savez, il y a plus de 65 000 morts aux États-Unis. Donc, M. Durper, qui va revenir d'une minute à l'autre, est en train de faire ce bilan. On a juste un problème technique, mais il ne va pas tarder à revenir. On laisse juste le temps qu'il puisse revenir. Nous allons aborder tout à l'heure, donc il était en train de nous expliquer les raisons de ce lourd bilan, c'est la communauté afro-américaine. Donc, et nous parlerons pour ce débat, nous parlerons du fait que Donald Trump a décidé de retirer la contribution des États-Unis à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous le savez aussi, plusieurs États américains ont levé les restrictions pour redémarrer l'économie. Nous allons parler de tout cela. Dans une partie où nous parlerons, on a M. Durper qui est revenu. M. Durper, bienvenue. Hein? J'étais en train de faire le bilan. Donc, on est en train de parler du lourd bilan de la communauté. Oui, on parlait du lourd bilan dans la communauté afro-américaine qui est lié à plusieurs choses. Hein. D'abord, qui est lié aux conditions. C'est un révélateur malheureux des conditions de la majorité de la communauté afro-américaine en termes des conditions tout simplement de santé, puisque tu sais que la mortalité est liée aussi à une comorbidité, à la question de l'obésité, à la question tu te rappelles que Michelle Obama avait lancé comme cause nationale vraiment la lutte contre l'obésité, en particulier des plus jeunes. Ça touche beaucoup les minorités, en particulier les Afro-Américains. La question de l'hypertension. Tout ça, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sanitaires qui se posent dans cette communauté africaine-américaine, qu'il y a aussi des problèmes socio-économiques très importants. C'est plus difficile, par exemple, quand on regarde les quartiers afro-américains, à majorité afro-américaine, ils sont plus loin des hôpitaux, ils sont plus loin des centres qui ont été mis en place de tests. Donc, c'est révélateur de tout un tissu sanitaire et social qui est beaucoup plus difficile dans la communauté afro-américaine que dans les autres communautés. C'est en quelque sorte un révélateur de tout cela, malheureusement. Et ça veut dire que malheureusement, il est difficile, effectivement, en peu de semaines, de mettre en place des dispositifs pour résoudre cette difficulté. Il faut que ça soit un travail sur le long terme. Cela dit, ça a été un conflit au sein du Congrès entre les démocrates et les républicains. Les démocrates qui ont essayé de libérer un peu plus d'argent pour les plus pauvres, pour en particulier la communauté afro-américaine, en termes par exemple de remboursement. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à aller à l'hôpital aux États-Unis. Première puissance du monde où tu hésites d'aller à l'hôpital parce que tu te dis, c'est pas uniquement parce que tu crains pour ta santé, c'est surtout parce que tu te dis, je ne pourrais pas rembourser. On va me faire un test, mais je ne peux pas rembourser ça. Donc, il faut que tout ça soit financé par l'État. Donc, les démocrates ont quand même réussi à débloquer des fonds dans un contexte de cohabitation, tu le sais, au Congrès, où la Chambre des représentants est à majorité démocrate et où le Sénat est à majorité républicaine, qui ont permis quand même à ce que la plupart des gens puissent avoir accès à des aides fédérales. Hein, contrairement à ce qui est souvent dit, en France, il y a des dispositifs pour aider notamment le chômage partiel, etc. Mais aux États-Unis aussi. Hein, tu as des aides fédérales qui permettent quand même un petit filet social. Généralement, on dit, non, aux États-Unis, tu n'as aucune aide. Ce n'est pas complètement le cas. Il y a des aides quand même qui ont été débloquées. Mais ça ne suffit pas. Évidemment, la communauté africaine-américaine a été principalement touchée. Et l'un des médecins en chef, qui est lui-même d'origine africaine-américaine, a dit, voilà, moi, je sors moi-même de réanimation. Et je suis typique de toute cette communauté afro-américaine parce que mon passif sanitaire, il est celui-là. Voilà ce qui m'est arrivé dans toute ma vie
pour que j'en sois arrivé à cela. Donc, c'est vraiment révélateur d'une situation de discrimination sanitaire, de discrimination sociale et économique dont sont encore victimes les Afro-Américains. Il y a aussi une décision de Trump, en tout cas de Donald Trump, qui divise la communauté internationale. Il a retiré la contribution financière des États-Unis à l'OMS. Est-ce une bonne décision? En tout cas, est-ce le bon moment? Ça arrive au moment où l'OMS a besoin le plus de ses fonds. Il faut dire d'abord que tout cela était c'était décidé avant, hein, parce que si tu regardes le budget 2021, il prévoyait déjà une diminution drastique des fonds pour l'OMS et c'était pas, il a été discuté avant l'affaire du Covid-19. Donc, si tu veux, tu le sais, Donald Trump n'aime pas les institutions internationales. Il n'aime pas l'OTAN, il n'aime pas l'ONU, il n'aime pas l'Union africaine, il n'aime pas l'Union européenne. Lui, il veut des relations bilatérales État-État. Et OMS, pour lui, il a trouvé un intérêt aussi à dénoncer l'OMS parce qu'à un moment où il était critiqué parce qu'on disait Donald Trump ne s'est pas préoccupé suffisamment tôt de cette question-là, il a dit non, c'est l'OMS qui m'a caché les informations, qui a fait de la rétention d'informations. Alors, cela dit, il ne faut pas dédouaner l'OMS d'un certain nombre de choses, hein, toute institution est critiquable, mais évidemment, là, la critique, elle était quand même assez forte, hein, et un certain nombre de sénateurs républicains ont tweeté, puisque maintenant c'est la grande mode des hommes et des femmes politiques, ont tweeté que l'OMS était une branche armée de la propagande du Parti communiste chinois. C'est évidemment excessif. Aussi, pour revenir aux États-Unis, on a plusieurs États qui ont levé maintenant les restrictions. Est-ce qu'on peut dire the show must go on? Alors, oui, tu as raison de dire que les États-Unis sont des États-Unis. Face au virus, ils sont des États désunis face au virus. Parce que chaque État, en fait, a ses propres lois, ses propres règles dans le quotidien de la vie quotidienne américaine, hein, mais face au virus, c'est-à-dire qu'on confine ou on déconfine de manière différente dans le Rhode Island ou dans l'État de New York. D'ailleurs, à un moment donné, c'était un peu particulier, puisque quand tu étais dans l'État de New York, tu prends ta voiture, tu arrives dans le Rhode Island, et on te refoule à la frontière du Rhode Island en disant, toi, tu es New-Yorkais, tu repars à New York. D'ailleurs, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, a dit, moi, je vais porter plainte contre le gouverneur du Rhode Island. Imagine, tu es dans un pays, tu es au Sénégal, tu viens de la région, tu viens du sud, tu arrives à Dakar et on te dit retourne dans le sud, toi tu vas pas te sentir vraiment sénégalais. Là, c'est vraiment l'Amérique, c'est comme ça, hein, ce sont des États et il y a des choses en commun évidemment, mais chaque État aussi prend des décisions. Et d'ailleurs, là, il y a une tension forte entre Donald Trump et les gouverneurs et principalement les gouverneurs démocrates. Gouverneur démocrate de New York, gouverneur démocrate de Californie. En Californie, on a dit, nous, on a des respirateurs, on va les donner à d'autres États, on ne veut pas passer par Washington. Donc, un peu, tu veux un peu les rebelles, hein, comme ça, de quelques États rebelles qui se sont dit, on va s'organiser entre nous, on va faire une coopérative et on va faire de la solidarité entre États. On va appeler ça les États-Unis. Alors, c'était évidemment provocateur. Et donc, ça, évidemment, c'est complexe, hein, ces institutions américaines. Mais il n'y a pas l'aspect centralisateur qu'on connaît dans certains États où on décide de Dakar, où on décide de Paris, et on aménage un petit peu, mais on est quand même dans des États centralisateurs, alors que les États-Unis, c'est vraiment un État fédéral. Le président a un certain nombre de pouvoirs, mais chaque gouverneur sont en quelque sorte des petits présidents qui doivent s'occuper, eux, de l'aspect sanitaire, de la santé de leurs concitoyens. Monsieur Durper, on ne pourrait pas finir en tout cas ce live sans parler de la proposition de Trump pour lutter contre le Covid-19. Il suggère d'injecter du désinfectant aux malades. Il a parlé aussi des UV. Est-ce que vraiment c'est sérieux ou voilà, comment les Américains ont appris cette décision, en tout cas cette proposition? Alors, c'est vrai que Donald Trump, bon, on l'a beaucoup commenté, hein, c'est quand même assez particulier. On n'entend pas un président, vous imaginez pas un président comme ça dire, même se mêler de science et se mêler de médecine, c'est le style de Donald Trump. Alors évidemment, ça peut avoir des conséquences. Tu as vu par exemple que quand il a
parler de cela. Tu as des gens, notamment au Kansas, qui ont avalé de l'eau de Javel. Évidemment, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut vraiment préciser que c'est évidemment nocif et qu'il ne faut pas le faire. Il faut écouter plutôt les médecins plutôt que le président américain. Mais là, de manière beaucoup plus sérieuse, quand même, l'État fédéral et Donald Trump, il faut le reconnaître qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été mis sur l'avancée en fait en matière thérapeutique, trouver un traitement le plus rapidement possible, évidemment un traitement sérieux et pas les traitements qui ont été évoqués. Alors souvent, si tu regardes de manière précise, si tu entends Donald Trump comme ça, tu vois que c'est facile de dire, c'est vraiment très bizarre. Quand tu regardes un peu très précisément ce qu'il veut dire, ça part souvent d'articles scientifiques assez sérieux. Et puis après, lui, il l'interprète un petit peu à sa manière. Et c'est vrai que dans sa bouche, ça se transforme en quelque chose d'assez spécial. Mais par exemple, cette question des UV, etc., si tu regardes dans le détail, c'est pas complètement farfelu. Évidemment, ça devient farfelu dans la bouche de Donald Trump, mais ça part quand même d'études, d'enquêtes qui sont sérieuses et qui sont menées parce que tous les hôpitaux, toutes les équipes de recherche aujourd'hui essayent d'avancer. Quand Donald Trump a parlé de la chloroquine, évidemment, ce n'est pas forcément à lui de le faire, c'est plutôt à l'autorité sanitaire de dire oui, on va se lancer dans l'hydroxychloroquine parce que c'est quelque chose d'important. Et peut-être que là, l'intelligence des politiques, c'est de se mettre un petit peu en retrait par rapport aux scientifiques, aux chercheurs, et de dire on écoute et on va suivre un peu ceux qui savent. Ceux qui savent nous disent en ce moment qu'ils ne savent pas. Donc ceux qui ne savent pas, ils en savent encore moins et ils pourraient parfois se taire. Et maintenant, selon vous, est-ce que cette gestion de la crise sanitaire est un handicap pour Donald Trump pour le prochain élection, le prochain scrutin présidentiel? C'est très difficile de savoir quelles seront les conséquences de cette période sur l'élection qui aura lieu début novembre. Soit effectivement, il va y avoir beaucoup d'Américains qui vont se dire il a tenu face au Covid-19 et finalement il a peut-être relancé l'économie. Ça, on saura ça dans les prochaines semaines. C'est difficile aujourd'hui de dire quelle sera la situation des États-Unis fin octobre et quelle sera la situation des États-Unis et du monde fin octobre, sur le plan notamment économique. Et est-ce que les Américains vont reprocher à Donald Trump des choses en matière économique ou pas? Certes, les Américains voient que la récession économique, elle n'est pas due à Donald Trump. Mais est-ce que Donald Trump va réussir à trouver des mesures pour relancer l'économie américaine? Est-ce que l'économie mondiale va repartir? Ce que l'on peut dire quand même, c'est que la stratégie de sortie, elle pose deux problèmes. La première, c'est la question de la clarté de la parole gouvernementale et de la parole présidentielle. Et ça, c'est difficile dans tous les pays. Comment être clair alors qu'on ne sait pas ce qui vraiment se passe? Ce n'est pas facile d'être président. Il en sait un peu plus que nous, mais à peine. Et comment on a une parole claire par rapport à ses concitoyens? Deuxième chose, c'est la question du risque que l'on prend, notamment dans le déconfinement. Il faut se lancer, il faut évidemment que l'économie reparte, mais en même temps, cette économie qui repart, est-ce que ça fait prendre des risques à l'ensemble des gens? Les citoyens sont aussi des patients potentiels. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a comparé beaucoup aux États-Unis le coronavirus au Vietnam. D'abord parce qu'il y a plus de morts qu'au Vietnam, plus de 60 000, c'est donc on a dépassé le cap des morts du Vietnam, mais aussi parce que le Vietnam était une guerre où les États-Unis se sont embourbés. Et donc là, on est en train de parler d'un peu un embourbement. Tu sais que Donald Trump avait dit c'est une guerre contre le coronavirus, mais il y a une guerre, il y a un armistice, il y a un traité de paix. Or là, on a l'impression qu'on ne sait pas exactement quand cette guerre va être terminée. Est-ce que ça ne va pas être là maintenant? Est-ce que ça va être dans plusieurs mois? Est-ce que ça va être quand un vaccin sera trouvé? Ça, on ne sait pas pour le moment combien de temps on va devoir et le monde va devoir vivre avec le coronavirus. Merci, M. François Burkhardt. Je pense que nous allons commencer notre deuxième partie. Vous êtes aussi, comme vous le savez, comme beaucoup de personnes le savent, écrivain. Et vous avez votre dernier livre, Histoire mondiale du bonheur. Quelles sont les grandes lignes ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ceux qui nous regardent sur ce livre?
Ouais, dans l'histoire mondiale du bonheur, c'est un ouvrage je l'ai dirigé, mais je ne suis pas seul à l'avoir écrit, hein. C'est un gros ouvrage où l'idée, c'était de parler du bonheur depuis la préhistoire jusqu'à 2100 même, hein, avec l'idée de comment on pourra être heureux dans les années qui viennent. Et donc, j'ai demandé à chaque historien en fonction de sa spécialité, de me parler du bonheur dans sa civilisation, dans son ère civilisationnelle. Par exemple, pour la Chine, j'ai demandé à Han Chang, qui est spécialiste de la Chine ancienne au Collège de France, de me faire ce chapitre-là. Pour la préhistoire, c'est Jean-Paul Demoule, qui est un des plus grands paléontologues au monde. Pour l'Afrique, il y a plusieurs écrivains, notamment un écrivain que vous connaissez bien, Souleymane Bachir Ndiaye, qui est, vous le savez, directeur du département Afrique de Columbia, sénégalais, et qui a fait un magnifique chapitre sur ce qu'on appelle l'Ubuntu. Je pense que vous connaissez l'Ubuntu, c'est une philosophie par laquelle tu ne peux pas être heureux individuellement, mais tu es heureux par les autres. Hein. C'est l'autre est heureux, donc tu es heureux. C'est la communauté qui prime, ou plutôt qui fait aussi ton bonheur. Évidemment, il en parle beaucoup mieux que moi. C'est un texte magnifique. Il y a Ella Jamidou Kassé qui nous parle de bonheur chez les Peuls, et qui est aussi passionnant, qui nous dit qu'il y a aussi un très beau chapitre sur les Touaregs. Donc, en fait, chaque ère civilisationnelle, tu as un historien qui va raconter ce que c'est que d'être heureux. Ce n'est pas la même chose chez les Indiens, chez les Peuls, chez les Français, et ça change en fonction des périodes. Et tout ça, ça donne finalement une idée, parce que moi, l'idée, c'était de se dire, on est très intéressé par l'idée de bien-être, par l'idée de bonheur, mais l'idée, c'était d'arriver à des éléments assez factuels, des éléments pas du développement personnel avec des petits conseils. Bon, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais là, l'idée, c'était vraiment d'apporter un recul historique et de faire une sorte d'histoire du monde à travers cette idée de bonheur. Alors évidemment, pour l'instant, nous en France, les librairies, elles sont fermées, mais on voit que le livre marche très bien en e-book. C'est une nouvelle manière de lire, en fait. Donc les gens le commandent en e-book, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en cette période de confinement, ont besoin de messages positifs et ont besoin d'être heureux, et puis aussi de lire. Hein. Le fait de lire, ça permet un peu de s'évader dans des journées qui parfois pour certains apparaissent comme longues mais on le voit en cette période de confinement, ce que c'est aussi d'être heureux. On parlait de l'Ubuntu tout à l'heure, les gens qui sortent pour aider, hein, les soignants, les taxis, les gens qui informent, tous ceux qui effectivement doivent sortir, ils le font pas seulement par devoir, on voit qu'ils le font aussi quelque part par plaisir. Alors, ils ont peur parce que c'est dangereux d'aller au contact de ce virus. Mais on sent qu'ils en recueillent du plaisir. C'est-à-dire que quand tu es utile à ta famille, utile à ta communauté, eh bien, c'est une des leçons du livre. Quand tu es utile, tu reçois en termes de bien-être. Merci, M. Durper. Je rappelle que vous pouvez, le public de IK News et en tout cas toute la diaspora et tous les Sénégalais qui nous regardent au pays et à travers l'Afrique aussi, tous nos frères qui nous regardent, vous pouvez retrouver M. Durper tous les jeudis à partir de 18h sur sa page Facebook, François Durper. Il y a aussi son Instagram live, vous tapez Durper et vous pouvez suivre ces débats tous les jeudis à 18h. Monsieur Durper, un mot de conclusion, un univers, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Oui, en fait, on va continuer la discussion. Comme on n'a pas pris beaucoup de questions, mais c'est vrai que comme c'est compact, on peut continuer tout à fait. Si vous m'envoyez les questions, j'essaie de prendre des questions en message privé. Donc, ça soit effectivement, tu l'as rappelé, en Instagram Durper. Et également, où j'ai fait une petite vignette sur bonheur et islam. Et je souhaite un très bon ramadan d'ailleurs à tous ceux qui sont en mois de ramadan. Je résume en fait ce que dit Khaled Bencher dans Histoire mondiale du bonheur sur comment être heureux en islam, qu'est-ce que ça veut dire être heureux. Et effectivement, tous les jeudis à 18h, le dernier invité, c'était Passy,
Je parle en fait de bonheur avec mon invité. Je fais un peu comme toi, hein, je reçois les gens et c'est diffusé sur Demain TV, mais c'est vrai que sur Facebook Live, ça permet d'interagir avec notre invité et de le voir aussi au Sénégal. Parce que je vois que sur ma page, je vois les statistiques maintenant, donc je sais qu'il y a aussi beaucoup de Sénégalais qui me suivent et que je remercie énormément bien de cet échange parce que ça fait là, depuis le début du confinement, ça manque. Hein, on est confiné en France, donc on ne peut pas venir au Sénégal et c'est un manque, ça nous manque évidemment et on va revenir très bientôt, mais pour ne pas vous mettre en danger. Hein. On va attendre que tout aille mieux en France pour pouvoir repartir au Sénégal quand on sera en pleine santé et absolument pas contagieux. Bon courage en tout cas à tous ceux qui sont dans une période de souffrance, qui ont perdu des gens. On pense évidemment tous à des gens qu'on a pu perdre pendant cette période, des plus anciens aussi, et puis à ceux qui ont été malades et ceux qui ont des malades dans leur famille. Merci beaucoup, M. François Burpère. Merci à vous aussi qui nous suivez depuis chez vous. Nous avons plusieurs personnes fidèles vraiment à IK News qui encouragent, qui félicitent. Je ne peux pas les citer tous, mais j'ai essayé d'afficher un petit peu leurs commentaires. Ils se reconnaîtront. Je rappelle juste que nous étions en live aujourd'hui pour une édition spéciale sur la gestion de la crise du Covid-19 par le président Donald Trump avec un invité vraiment grand frère, on va dire, il est sénégalais aussi. Hein. Monsieur François sénégalais, Suleiman. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview ici sur IK News. Et à bientôt. Salut à tous. Merci beaucoup de ton invitation. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Salut.